Alors, pour se présenter rapidement, Matchers, c'est une entreprise de compétences. Et on a développé une plateforme avec 350 experts qui ont la particularité d'être que des gens en poste, des opérationnels, qui sont pas des professionnels ni du consulting ni de la formation, mais qui ont énormément de compétences et de retours d'expérience. Et on leur propose d'accompagner sous des formats de formation flexibles, c'est-à-dire des séquences d'accompagnement financées intégralement sur la formation pro. Des entrepreneurs, donc c'est des jeunes ou petites boîtes qui ont besoin de compétences et donc on va créer des programmes de formation sur mesure avec des gens opérationnels pour leur permettre effectivement de monter en compétences sur des sujets dans le digital principalement, communication, commerce, marketing digital, mais pas que, finance, tous les métiers transverses. Et donc, de ce fait, on est amené notamment à travailler autour des leviers de financement de la formation pro, ce qui nous permet d'avoir effectivement une connaissance, une compétence très transversale sur tout le financement de la formation pro, y compris sur l'alternance, même si c'est pas notre cœur de métier à nous, puisqu'on n'est pas CFA. Et donc voilà, donc ce financement, la question du financement, elle est assez clé. Et on a été sollicité effectivement par pas mal de boîtes, de startups notamment, sur la question de comment recruter, comment accueillir, comment faire financer effectivement un contrat d'alternance, donc apprentissage ou contrat pro. Et c'est la raison pour laquelle on a monté ce webinar. On a un peu cette connaissance pour les raisons que je vous ai dites et on a des backgrounds. Moi, pour ce qui me concerne, à la fois j'étais juriste en droit du travail et DRH pendant une quinzaine d'années avant de monter l'entreprise Matchers. Donc, pour aller un peu plus clairement dans le sujet, l'idée aujourd'hui, c'est de reprendre un peu étape par étape, ce qui va me conduire à partager avec vous une infographie de ce qu'on doit faire pour recruter un apprenti ou un contrat pro. Et parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident. Ça relève parfois un peu du parcours de combattant parce qu'en réalité c'est plus compliqué que d'accueillir un CDI ou même qu'un CDD. Ce qui est au passage, c'est une forme de CDD, hein, le contrat d'alternance. Faut pas oublier les obligations. On reviendra sur ce sujet. Et donc l'idée, alors là, c'est pour moi de partager avec vous mon écran. Ici. Hop là. Alors, une petite seconde. Excusez-moi. Normalement, on doit être cette fois-ci au bon endroit. Lisa, je laisse réagir si c'est pas le cas. Alors, on est effectivement sur une infographie qui va nous permettre de guider un peu notre échange. Alors, ça va être un peu de monologue, certes, dans un premier temps, mais l'idée, évidemment, c'est que ce soit après interactif, donc dans la deuxième partie. Donc, on va, pour expliquer un peu le sommaire, reprendre step by step qu'est-ce qu'il y a à faire pour recruter en alternance, sachant que tout le monde n'est pas forcément au même niveau. On part du principe que la plupart d'entre vous sont dans l'entrepreneuriat ou dans un projet d'entrepreneuriat, pas forcément au même stade. Et donc, on va reprendre un peu toutes les étapes avant d'être quelque part en capacité d'accueillir de manière optimale un apprenti. Donc, la première chose, c'est d'avoir une convention collective, parce que effectivement, certains d'entre vous sont peut-être pour l'instant au stade de réflexion, des porteurs de projets ou une entreprise qui a récemment été créée mais qui n'a pas encore défini quelle était sa convention. Et donc, sachez que effectivement, vous ne pouvez pas accueillir
un alternant avant d'avoir défini quelque part votre propre réglementation sociale, puisque vous savez, alors je vais faire court sur la hiérarchie des normes, il y a la loi, mais il y a aussi la convention collective, le contrat de travail. Et la convention collective, chaque entreprise en a une différente. Elle est dépendante de votre métier, c'est-à-dire votre secteur d'activité. Et donc, c'est à vous de la déterminer. En fait, vous allez procéder à cela sans trop le savoir quand vous créez l'entreprise, parce que vous allez finalement choisir, définir un secteur d'activité dans vos statuts et choisir ou faire choisir par votre avocat ou votre expert comptable le cas échéant un code APE qui va être en lien, c'est le code NAF, c'est la même chose qui va définir quelque part quelle est votre branche, votre secteur d'activité. Et en fait, ce code NAF, code APE, va ensuite définir quelle est votre convention collective. Et alors c'est relativement presque automatique, parce que auparavant c'était pas comme ça. D'ailleurs, c'est assez récent. Ça fait seulement quelques années que c'est aussi automatisé. La définition du code APE au code IBCC. Le code IBCC, c'est le code de la convention collective. Donc voilà, vous définissez quel est votre secteur d'activité, vous avez un code NAF et celui-ci définit quelle est votre convention collective. Alors en réalité, c'est pas toujours aussi simple, c'est que votre code NAF, il va parfois, selon les cas, soit définir très précisément quelle est votre convention, soit vous laisser quelque part une option entre une pluralité de conventions, entre 2, 5, 6 conventions collectives. Et ensuite, c'est vous qui, quelque part, allez faire un choix de ce qui vous paraît être le plus en corrélation avec votre activité. Ici, on a beaucoup de startups. J'en profite pour dire, pour mettre en évidence quand même un élément, c'est que, par exemple, chez les startups, ce qu'on observe, c'est que tout le monde dépend, enfin en tout cas c'est très très fréquent, dépend de Syntec. C'est pas du tout une évidence. Appliquer la convention de bureau d'études 1486 parce que on est une start-up. En réalité, il y a au moins un autre choix, c'est que vous êtes une start-up, mais dans un domaine d'activité précis. Et votre cœur de métier, finalement, ce que vous vendez, votre produit, votre service, c'est pas parce que vous utilisez le numérique que finalement le cœur de réacteur c'est le numérique. Donc vous avez le choix de vous dire en fait moi mon code APE et donc ma convention collective elle est plutôt sur un autre secteur d'activité. Et ça c'est quand même assez structurant, parce que au démarrage vous ne vous posez pas trop la question, mais en réalité la convention collective va avoir un impact très fort par la suite sur votre développement, sur les grilles de rémunération qui sont applicables, sur les lois sociales d'une manière générale, donc la prévoyance et bien d'autres choses qui peuvent finalement être soit facilitants, soit pénalisants. Et pour des entreprises qui sont en création, c'est en tout cas intéressant de se poser la question, de creuser un peu plus avant ou d'en parler avec votre conseil si vous en avez. Une fois que vous avez défini votre convention collective, on passe à la deuxième étape qui est définir quel est votre OPCO. Et là aussi, il y a une table de correspondance. Alors ça, on pourra vous mettre les liens. Vous verrez que en réalité, dans la page, on va essayer de bien faire les choses, dans la page qu'on va vous transmettre à l'issue du webinaire, vous pouvez, ce sont des liens cliquables. Une fois que vous êtes connecté, vous aurez accès à ces tables qui sont actualisées. Et en fait, c'est un fichier Excel, ni plus ni moins, qui vous permet d'aller retrouver ces informations. Mais on sera là aussi, si vous en avez besoin, pour vous aiguiller. Et donc, il y a une seconde table de correspondance. Pour ça, c'est un peu la chasse au trésor. Une fois que vous avez trouvé quelle est votre convention collective, vous allez trouver quel est votre OPCO. Alors, OPCO, Quedaco. OPCO, c'est un opérateur de compétences. On les appelait OPCA avant, pour ceux qui effectivement connaissaient une autre terminologie. Et donc, ce sont ceux qui vont collecter tous les fonds de la formation professionnelle, y compris de l'alternance, mais aussi tous les plans de développement de compétences, ce qu'on appelle les plans de formation en entreprise, ou encore le CPF, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant le droit individuel à la formation, et j'en passe. Et en fait, c'est ce collecteur des fonds de formation professionnelle, ça va être votre interlocuteur privilégié pour
comment dire, le dépôt de vos contrats d'alternance. Donc, la première étape avec eux, finalement, c'est de savoir lequel est-ce. Et vous en avez 11. Donc là non plus, vous ne pouvez pas taper à n'importe quelle porte. Vous allez taper à la porte de locaux qui correspond à votre convention collective qui est applicable. Donc, mettons que vous êtes constitué en start-up, que finalement vous avez décidé que c'était Syntec, malgré tout, qui correspondait à votre activité. Ensuite, Syntec vous renvoie à un OPCO. L'OPCO, en l'occurrence, c'est Atlas, mais il y en a 10 autres, et donc il ne faut pas se planter parce que si vous plantez le guichet, déjà vous allez perdre du temps et potentiellement vous êtes sujet au risque effectivement que vos contrats d'alternance ne soient pas pris en charge. Une fois que vous avez défini quel est votre OPCO, encore faut-il s'inscrire auprès d'eux. Donc là, par exemple, en partant du principe qu'il y a beaucoup de startups et donc que la probabilité, en tout cas, que certains d'entre vous dépendent de cet OPCO, on l'a mis à titre d'exemple ici. S'inscrire à l'OPCO, ça veut simplement dire suivre leur process. Alors, je précise parce que c'est une step qui, des fois, peut prendre du temps. Savoir que ce sont des organismes institutionnels, ils sont pas toujours méga réactifs. Des fois, ça peut prendre plusieurs semaines. Donc, si vous vous dites, tiens, au dernier moment, OK, en fait, je sais quel est mon OPCO et puis je vais faire, je suis le 1er septembre, je vais démarrer à la fin de la semaine mon apprenti. Non, ça marche pas. Parce que il va y avoir un délai entre le moment où vous aurez trouvé quel est votre OPCO et où celui-ci vous aura référencé. Alors parfois ça peut être très rapide, mais autant faire cette démarche rapidement. Alors ça normalement vous le trouvez sur leur interface. Eux aussi, ils ont fait un peu leur petite transfo digitale. Normalement, c'est quand même un peu plus, c'est gérable en ligne pour la plupart d'entre eux. Donc, vous allez vous connecter sur la page du locaux. Donc, mettons que c'est Atlas, vous allez dessus et vous allez vous inscrire comme entreprise et ensuite, ils vont vous référencer comme tel et vous pourrez, le moment venu, déposer votre dossier auprès d'eux. C'est payant? Pardon? C'est payant? Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, ce qu'il faut comprendre, je profite de ta question, Lisa, pour expliquer cela, c'est que tout ce qui concerne la formation professionnelle, c'est financé sur des fonds mutualisés. C'est-à-dire que toutes les entreprises, ce ne sont pas des fonds qui viennent de l'État, c'est des fonds qui viennent des entreprises. Toutes les entreprises sont amenées à cotiser à partir du moment où elles ont des salariés, puisque la cotisation est basée sur la masse salariale. C'est grosso modo 1% de la masse salariale, c'est moins pour les petites entreprises, 1% de la masse salariale qui est versée automatiquement aux OPCO. Et ensuite, les OPCO, alors ce sera l'URSSAF l'année prochaine, mais les OPCO disposent de cette manne pour aller financer à la fois l'alternance, mais aussi la formation professionnelle en entreprise, et ces mêmes fonds vont financer notamment le CPF. Donc voilà, mais ce sont des fonds à la base de cotisation, prestation sur cotisation. Et j'en profite aussi, dernière petite parenthèse, pour expliquer, et ça c'est très intéressant pour vous, alors nous c'est notre cœur de métier, donc on connaît bien ça, mais c'est que c'est inversement proportionnel à la maturité de l'entreprise. Je m'explique très rapidement, c'est que au démarrage, dès que vous avez le premier salarié, déjà vous commencez à bénéficier de droits à formation. Le premier d'entre eux, c'est d'accueillir des alternants, mais c'est aussi de débloquer des fonds pour bénéficier d'actions de formation professionnelle. Et alors même que vous avez cotisé, mettons, vous avez un premier salaire qui est arrivé en cours d'année et que le 1% de votre masse salariale, ça fait 50 balles, en réalité, vous allez cumuler des droits qui peuvent être équivalents à des entreprises pour jusqu'à 50 salariés. Et la dernière réforme de la formation professionnelle est ainsi faite que seules les petites entreprises, celles qui ont moins de 50 salariés, bénéficient des fonds mutualisés de formation pro. C'est-à-dire que la collecte, elle est faite sur toutes les entreprises, mais ensuite, toute cette manne financière est uniquement fléchée, dirigée vers les entreprises de moins de 50 salariés. Vous avez compris que c'est extrêmement intéressant pour les petites boîtes. Ça ne l'est plus du tout pour les grosses boîtes, celles qui ont plus de 50 salariés, qui, elles, vont cotiser, mais le jour où elles veulent faire des formations, sont sur leur fonds propre. Je ferme cette parenthèse. Et pour revenir effectivement à notre schéma, sur schéma directeur, donc sur le fait que une fois qu'on est inscrit à l'OPCO, on a un peu ce premier, avec ces 3 étapes, ce premier pavé administratif de préparation
pour être OK quand on a trouvé l'alternant. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de le trouver. Donc là, ça paraît assez intuitif, mais pour le trouver, on va rédiger une annonce où là, sur ces 2 étapes, je dirais que bien sûr, ça peut être alternatif entre rédiger une annonce et sélectionner les écoles. Autrement dit, si vous utilisez des job boards, alors le premier qui est connu, c'est un métamoteur qui marche très bien, c'est Indeed, que vous pardon, Indeed qui vous permet d'aller diffuser sur multiples job boards en même temps. Donc, pour ce faire, de toute façon, que vous passiez en direct auprès des écoles ou que vous diffusiez sur des job boards spécialisés, plus vous allez trouver effectivement des job boards qui sont en rapport avec votre activité ou les missions que vous allez confier à l'alternance, c'est intéressant. Et c'est un peu le même raisonnement pour les écoles. Je crois qu'on a mis un modèle d'annonce pareil dans les templates là, quand vous accéderez à l'infographie. Ça peut toujours être utile, en tout cas c'est ce qu'on s'est dit et les retours qu'on a eus. Sélectionner et contacter les écoles, oui, parce que c'est intéressant de fonctionner. Moi, je trouve que avec beaucoup de recul pour le coup sur du recrutement et notamment du recrutement de jeunes, d'aller passer directement par les écoles. Pourquoi? Parce que les écoles vont pouvoir servir à la fois de filtre parce que vous les aurez sélectionnées, parce que vous savez qu'elles sont en rapport avec les compétences que vous recherchez, et dans un deuxième temps, le plus souvent, ils vont pouvoir vous apporter un second filtre où ils vont vous présélectionner des candidatures par rapport finalement au cahier des charges que vous aurez fixé sur vos recherches. Et puis ensuite, évidemment, ça ne vous dispense pas d'aller fonctionner un peu comme vous fonctionneriez sur un recrutement classique, d'aller sélectionner, évaluer, recruter donc la personne. C'est vrai qu'un contrat d'alternance, bien souvent c'est sur 2 ans, c'est peut-être sur 1 an, et donc c'est un engagement qui est assez fort parce que vous ne pouvez pas forcément revenir en arrière pendant la durée totale. C'est un contrat à durée déterminée, à terme précis, et donc mieux vaut avoir fait la meilleure sélection. Donc voilà, enfin, vous pouvez pas. Après, il y a quand même une période d'essai, je le dis, qui est assez importante. Les gens l'ignorent, mais ça peut monter jusqu'à 45 jours en moyenne, 45 jours passés en entreprise. Donc, ce qui apporte quand même une sécurité, en tout cas sur le démarrage de la relation. Donc, je referme aussi cette parenthèse pour revenir effectivement à la sélection des écoles, ce qui vous permet aussi d'identifier les diplômes en correspondance avec vos besoins. Et alors, une fois que justement, l'étape d'après, une fois que vous avez trouvé soit par l'école et donc le diplôme, la personne, soit la personne et donc elle vous a fait part, vous avez sur son CV ou les informations qui relèvent, qui définissent quelle est son école et quel est le diplôme concerné, il faut aller vérifier qu'il est financé. Alors pourquoi? De quoi on parle? C'est que en réalité, quand vous accueillez un alternant, alors par alternant, je vais peut-être pas préciser, c'est un terme générique qui va désigner à la fois le contrat d'apprentissage, mais aussi le contrat de professionnalisation. Donc l'un ou l'autre, effectivement, sont finançables sur les fonds locaux pour ce qui concerne le coût du diplôme, les coûts pédagogiques. L'un est plus intéressant que l'autre, je le dis tout de suite, et on pourra y revenir, c'est probablement des questions qui viendront. Pourquoi les deux? C'est quoi la différence? Franchement, il y avait des différences, aujourd'hui, il y en a même plus. Il y a juste le fait que le contrat pro peut aller un peu plus loin en termes d'âge, mais en général, il est plus intéressant de s'orienter vers un contrat d'apprentissage. Mais on pourra revenir peut-être plus spécifiquement sur ces aspects après. Donc, quoi qu'il en soit, que ce soit l'un ou l'autre, ce qui est intéressant, c'est d'aller vérifier le financement de ces diplômes, parce que ils ont tous un coût. Et donc, le coût pédagogique du diplôme, il va varier. Alors, ça va osciller souvent entre,
5 et 15 000 euros l'année. Ça peut être encore plus. Donc, selon si on se situe, selon le niveau du diplôme, mais surtout selon l'école. Et donc, il y a une partie ou la totalité qui peut être prise en charge par le pro. Et donc, ils ont ce qu'on appelle des fonds d'amorçage qui font que, je vais vous donner des exemples, un niveau bachelor, c'est 7 500 euros, un niveau master, c'est 8 500 euros, en moyenne de financé par le pro. Il se trouve que chaque OPCO va définir des montants qui vont être différents selon chaque diplôme. Alors, c'est très opaque, c'est pas du tout facile à aller... ça, vous pouvez pas le deviner à la base. Donc, ce qu'il faut faire systématiquement, c'est d'aller vérifier. Alors, ça, vous pouvez utiliser une interface. Par exemple, je reste sur Atlas, mais c'est juste à titre d'exemple pour les entreprises qui dépendent de Syntec. Par exemple, quand vous vous connectez sur leur site, vous pouvez, en inscrivant le code du diplôme, aller vérifier à quelle hauteur il est financé. Sinon, le plus simple, ce sera toujours de passer par l'école. C'est leur taf, c'est leur métier, c'est leur business, si je puis dire, d'aller sécuriser les entreprises en expliquant quel est le coût du diplôme et en fonction du cas de l'entreprise, de dire, bon, OK, vous dépendez de telle convention, voici nos accords et vous êtes financé à telle hauteur. Parce que quand je dis le master, par exemple, c'est financé à 8 500 euros, ça, c'est les fonds d'amorçage qui sont définis par France Compétences. Je rentre pas dans les détails. En gros, c'est le cas général, mais il se peut très bien que, n'importe quelle école est définie. OK, moi, mon diplôme, en fait, il coûte plus cher, mais on a déjà un accord avec l'OPCO qui fait qu'il est mieux financé et en réalité, vous n'aurez aucun reste à charge. Donc, c'est tout à fait possible. Bien souvent, ce qui se passe quand même, c'est que dans les écoles, ils s'adaptent au financement des OPCO. C'est-à-dire l'objectif pour essayer de favoriser en tout cas le placement de tous ces étudiants, c'est de rester sur des montants qui sont peu ou prou ceux qui sont définis par les OPCO, de sorte que pour l'entreprise, il n'y ait pas de reste à charge. Je ne sais pas dire quelle est la proportion de diplômes qui sont plus chers que les fonds de prise en charge par les OPCO, mais si j'avais un prono à faire, c'est à peu près 20% seulement qui sont un peu plus chers, et les 80%, le cas général, c'est quand même qu'ils s'alignent sur les prix. Mais je vous le dis tout de suite parce qu'il y a tellement de cas où les gens avancent dans le recrutement et puis d'un coup, ils se disent « Ah ouais, mais en fait, il y a un coût, il y a un reste à charge sur la partie diplôme. » Je savais pas. Si. Surtout quand ils traitent que directement avec l'étudiant et pas forcément en direct avec l'école. Donc, une des choses que je vous engage à faire, une fois que vous avez trouvé votre étudiant, quand vous prenez contact avec l'école, c'est tout de suite aller définir quel est le montant, qu'est-ce qui est pris en charge par rapport à la situation de votre entreprise, encore une fois, et de l'OPCO dont vous dépendez. Ensuite, il y a le salaire, puisque quelque part, il y a deux structures de coûts. Dans la partie, alternance, il y a effectivement le coût de sa formation, donc son diplôme, les coûts pédagogiques, mais il y a aussi son salaire. Et donc, comme toute étudiant qui est en alternance, puisqu'il est en entreprise en partie, il y a une obligation pour chaque entreprise de lui verser une rémunération. Donc, c'est pas une indemnisation comme un stage, c'est une rémunération. Et d'ailleurs, vous devez sortir un bulletin de salaire à cet effet. Donc, il faut passer, si vous ne le faites pas vous-même ou vous ne passez pas par des apps, de passer par un cabinet d'expertise comptable. Donc, vous avez ce coût à rajouter. Et donc, la rémunération de l'apprenti ou du contrat pro, là, va dépendre de, il y a 4 critères d'influence sur le niveau de rémunération. Le premier d'entre eux, c'est votre convention collective, parce que chaque convention collective peut ou non avoir des accords sur des accords spécifiques qui vont définir des niveaux de rémunération qui sont au-delà des rémunérations légales pour les alternants. Donc, alors, restons sur notre fameux cas. Vous êtes une start-up, vous dépendez de Syntec, tac. Eh bien, en fait, vous avez une Syntec a défini un accord spécifique, une annexe qui définit des montants liés à l'alternance qui sont plus élevés que le minimum légal. Et bien souvent, les écoles vont ou si vous cherchez des informations sur Internet ou vous basez sur l'école, vous allez vous appuyer sur une grille qui n'est pas forcément correspondante à la réalité du salaire. Donc, j'attire tout de suite votre attention là-dessus parce que là aussi, c'est un retour
très très fréquent qu'on peut avoir des entreprises à dire mais je comprends pas, je croyais que c'était 50% du SMIC, en fait c'est 70, donc vaut mieux effectivement avoir checké ce point. Donc la convention collective, et là aussi il faut parfois un peu fouiller si vous n'avez pas de conseils sur les France ou autres pour aller trouver l'information qui concerne le salaire de l'étudiant. Ensuite, de manière plus intrinsèque à l'apprentissage ou à l'alternance de manière plus générale, vous avez 3 critères d'influence de son salaire. Déjà, c'est son diplôme, naturellement, parce que si c'est un BTS, si c'est une licence ou un bachelor ou si c'est un master, en réalité, vous aurez, je reste sur l'enseignement supérieur, vous aurez 3 critères, enfin c'est progressif, et donc la rémunération augmente. La deuxième entrée que vous avez dans le tableau, là aussi on a fait, je crois qu'on l'a mise, on a mis le légal, mais je crois qu'on a laissé d'ailleurs dans le template, si vous vous connectez par la suite, des informations qui concernent plus spécifiquement Syntec. Vous avez l'âge de l'apprenti, c'est-à-dire que si par exemple, je reste sur l'enseignement supérieur, il a moins de 21 ans, il a, ou au contraire, plus de 21 ans jusqu'à 25 ans ou plus de 25 ans, eh bien, vous aurez 3 niveaux de rémunération différents. Et il y a une troisième entrée dans le tableau pour définir quel est le salaire d'un alternant, c'est s'il a fait ou non de l'apprentissage auparavant. Et c'est ce que vous allez trouver dans première année, deuxième année, troisième année d'apprentissage. Alors, c'est complètement contre-intuitif parce que si vous regardez, vous allez chercher des informations sur Internet, ce que vous verrez, c'est vous allez voir, tiens, première année d'apprentissage, c'est tant, deuxième année d'apprentissage, c'est tant, etc. Et en fait, par première année, deuxième année ou troisième année d'apprentissage, on entend si l'étudiant a déjà fait de l'apprentissage avant. Prends un exemple très simple, un master qui donc il est en 4e année, eh bien ça peut très bien être sa première année d'apprentissage s'il n'a pas fait d'apprentissage auparavant dans ses premiers cycles, d'accord. Donc il va être dans la grille à la première année d'apprentissage. Inversement, on retombe à un niveau licence ou bachelor, il peut être dans sa 3e année d'apprentissage si dans son BTS ou son DUT il l'a fait intégralement en apprentissage. Et en fait, ça va avoir un critère, ça va être influent sur le niveau de rémunération. Donc, votre tableau, il a 3 entrées. C'est le diplôme, l'âge, enfin les niveaux de diplôme, l'âge et aussi s'il a fait de l'apprentissage avant. Et le plus influent d'ailleurs, sachez-le, si vous êtes très très attaché, attentif, ce qui peut se comprendre à votre budget, votre masse salariale, c'est qu'il ait fait ou non de l'apprentissage avant. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui peut être à un niveau de diplôme moins élevé, mais qui a fait de l'apprentissage avant, peut vous coûter plus cher que quelqu'un qui est en master, mais qui n'a pas fait d'apprentissage avant. Voilà. Donc vous avez à peu près compris la logique. C'est pas sorcier d'aller trouver ces informations, mais encore une fois, encore faut-il les connaître et les comprendre. C'est un peu l'idée, en tout cas, de ce que nous faisons maintenant. Donc, s'il y a des questions, évidemment, là-dessus, on pourra y revenir, parce que c'est pas forcément intuitif. Donc, ensuite, ce qui vous permet, une fois que vous avez ces 2 éléments, on réunit cette étape ensuite pour savoir quel est le coût réel. Ça vous permet quelque part pour votre plan de trésor d'aller identifier est-ce que vous avez un reste à charge au titre du diplôme, enfin du pédagogique, combien va vous coûter l'étudiant. Mais en réalité, d'ailleurs, cet élément, il est lié au dernier point sur lequel, ou l'avant-dernier point, qui est lié aux aides. Donc, j'aurais pu le dire en amorce, mais effectivement, je pense que ça a échappé à peu d'entre vous. En tout cas, si c'est le cas pour certains autres, je vous mets au parfum tout de suite. C'est qu'il y a une aide de 8 000 €. Je pense qu'elle a été bien communiquée pour recruter les alternants. Elle a été mise en place l'année dernière avec la crise économique
associé à la crise sanitaire, et pour favoriser l'apprentissage, ce qui a plutôt très très bien marché, ce qui a d'ailleurs conduit à beaucoup de jeunes entreprises ou petites entreprises à recourir à l'alternance alors qu'elles ne le faisaient pas auparavant. Et donc ce dispositif qui était à durée déterminée, il a été prolongé. Il est toujours à durée déterminée. Son échéance, c'est le 31 décembre. Ce qui veut dire que quand vous vous engagez pour un contrat à partir de maintenant ou à la rentrée d'un alternant qui va rester 1 an, 2 ans chez vous, vous allez bénéficier de cette prime. Alors, je le dis tout de suite, c'est jusqu'au 31 décembre, mais clairement, puisqu'en plus cette prime est lissée, mois par mois, elle vous sera versée jusqu'à la fin du contrat. C'est-à-dire que c'est au démarrage du contrat il est convenu que vous allez bénéficier de cette prime de 8 000 euros. Et donc, je le dis tout de suite, effectivement, elle est lissée. Donc, 8 000 euros, ça fait que vous la divisez par 12 parce que vos contrats, théoriquement, ils sont sur 12 mois. S'ils font moins, ben, ça veut dire que vous n'aurez pas forcément les 8 000 euros, ce sera au prorata. S'ils font plus, normalement, vous n'aurez que les 8 000 euros. Et donc, ça correspond à 666 euros. Hein, si vous faites juste une division, 666 euros qui vous seront versés chaque mois, qui vous permettent d'amortir, vous l'avez compris, essentiellement le salaire de l'étudiant. Et donc, puisque le diplôme, on va partir du principe qu'il va soit rien vous coûter, soit éventuellement vous coûter mais pas trop cher, le salaire de l'étudiant, bon, ça, vous ne pouvez pas faire l'impasse. Je le dis quand même, parce que je crois pas l'avoir dit tout à l'heure, vous avez un niveau de rémunération. Alors, c'est un pourcentage du SMIC, hein, donc vous allez vous situer entre 45% et 80%, voire 100% du SMIC, le cas échéant, encore une fois, en fonction de si vous êtes au top sur une convention collective, parfois ça vous coûte le SMIC. Donc, vous avez quand même la question de vous dire est-ce que c'est vraiment un alternant qui est là qu'en partie du temps posé quand vous êtes dans cette configuration-là. Bon, même si l'aide des 8 000 euros, là, clairement, peut avoir quelque part un effet levier que vous pourrez prendre en considération. Donc, le coût de l'entreprise, évidemment, vous prenez le coût du diplôme, vous rajoutez le salaire de l'étudiant, sur lequel il n'y a pas de charge sociale. Hein, c'est l'équivalent d'1 ou 2% de charge sociale après patronale. Hein, vous êtes complètement exonéré. C'est le cas aussi désormais sur les contrats pro, parce qu'avant, c'était que l'apprentissage. Et ensuite, vous déduisez la prime, ce qui vous permet de savoir finalement quel est votre reste à charge réel. Alors, si on prend des cas un peu d'usage, rapidement, on va dire que mettons que vous prenez un niveau bachelor, je vais prendre un peu de 2 cas extrêmes, un niveau bachelor qui a 20 ans, c'est-à-dire qu'il n'a pas repiqué une année, il a 20 ans au moment où vous le prenez, il n'a pas encore fait d'apprentissage avant. En réalité, il va vous coûter 0. C'est-à-dire que à la fin de l'année, si son diplôme est financé par le pro, si son salaire vous coûtera à l'année un peu moins de 8 000 euros, 500 euros. Après, j'ai un tableau qui permet de le voir. Inversement, si vous prenez un master sur lequel il y a un reste à charge et que finalement, souvent sur un master 2 par exemple, ça va correspondre à un coût de 15 000 euros. Vous aurez un reste à charge de 6 900 euros, je crois, environ 7 000 euros le ticket, donc ça peut être très très intéressant. Mais effectivement, c'est pas tout à fait le même reste à charge. Donc à chaque cas, effectivement, vous allez pouvoir définir exactement qu'est-ce que vous coûtera votre alternant. Donc voilà. Ensuite, dans les étapes dont il faut vous acquitter, c'est de signer une convention avec l'école. Donc dans une convention, mais ça c'est eux qui là vous avez qu'à vous laisser l'idée, hein, vous n'avez rien à faire de spécial, c'est eux qui vont vous la préparer, ils vont vous demander d'ailleurs en contrepartie des informations naturellement administratives sur votre entreprise, ils vont vous demander de passer par l'interface, mais encore une fois, là, perdons pas de temps sur ce sujet-là, sachez juste qu'il n'y a pas juste un SARFA, il y a aussi une convention à signer qui engage l'entreprise vis-à-vis de l'école à préserver l'apprenti notamment jusqu'au terme du contrat, et le contrat qui va vous lier, même si lui-même est aussi tripartite, c'est-à-dire qu'il est signé à la fois par vous, l'apprenti et l'école, que vous
vous aurez à renseigner. Souvent, les écoles peuvent être aussi, aidantes pour ce faire et vous guider, voire vous préparer le CERFA. Parfois, hein, c'est quand même assez rare, parce qu'il y a pas mal de codes qui renvoient une notice et là encore, c'est franchement pas toujours intuitif. Et alors, soyez vigilants d'ailleurs là-dessus parce que il y a parfois des rejets ensuite par le co parce que le CERFA aurait été mal rempli. Franchement, c'est assez monnaie courante. Donc, je vous engage à bien faire le point avec l'école quand vous êtes au moment de la signature de votre CERFA, sur notamment les cases codées. Il y a 2 cases codées sur quelle était la situation de l'apprenti auparavant, ou des choses comme ça qui vous paraissent complètement anodines, mais qui peuvent vous faire perdre 2-3 mois si ça n'a pas été rempli comme l'attendaient les locaux, qui est celui auquel vous allez déposer ensuite le contrat. Puisque une fois que vous avez signé la convention à l'école et que vous avez fait le CERFA, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le déposer sur l'interface de locaux. Locaux vous connaît puisque on l'a vu avant, vous êtes référencé dessus. Et vous allez, cette fois-ci, transmettre quelque part votre dossier, donc renseigner soit en ligne, soit en version papier, les informations qui sont relatives au CERFA. Et c'est ce qui va vous permettre, en fait, de garantir le financement du diplôme, des coûts pédagogiques. Encore une fois, des 7005 ou 8005, parfois un peu plus, comme j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure. Et vous allez le transmettre à l'OPCO. En fait, l'OPCO va le transmettre ensuite à la directe, la DRETS maintenant, ce qu'on appelle dans l'inspection du travail, qui est destinataire de tous les contrats d'apprentissage. Ça, vous n'avez plus à le faire. Avant, il fallait le faire jusqu'au début de l'année dernière. Donc là, c'est l'OPCO qui le transmet directement et il le transmet aussi à l'ASP. L'ASP Casaco, l'agence de services de paiement, c'est l'agence de l'État qui vient, assurer tous les financements, les financements et subventions spécifiques. Et donc là, en l'occurrence, c'est eux qui sont mandatés pour faire le paiement de la prime des 8 000, des 8 000 euros, pardon. Donc ces 8 000 euros, il faut, pour les toucher, il faut bien que votre dossier ait été reçu par l'ASP. Donc l'OPCO va transmettre le dossier à l'ASP. Par contre, ça ne vous dispense pas, vous, de créer un espace sur l'ASP, l'agence de services de paiement. Vous n'avez pas forcément besoin de le faire en amont, il faut le faire au moment où vous avez transmis les éléments à l'OPCO. Et seulement à cette condition, vous aurez la garantie de bénéficier de vos 8 000 euros. L'année dernière, là c'est plus un petit warning, l'année dernière, ils ont eu jusqu'à 6 mois. On en sait quelque chose parce que, non seulement, évidemment, on connaît bien ça et puis on accompagne des entreprises, mais nous-mêmes, d'ailleurs, on avait 6 alternants l'année dernière, et bien, on a été payé 6 mois après. D'accord? Le premier versement. Donc, vaut mieux avoir un peu de trésor en face parce que si vous faites comme nous, vous avez 6 alternants, c'est potentiellement, en tout cas, peut-être 6 000 euros chaque mois à verser. Donc, soyez vigilants là-dessus. Alors, je modère un peu cela parce que l'année dernière, la prime de 8 000 euros venait d'être lancée. Ils ont tous les OPCO ont été submergés. L'ASP aussi, et donc en cascade, il y a eu des délais, des retards qui ont été conséquents. J'ose espérer que cette année, il n'y aura pas un tel délai. Maintenant, faut pas c'est tout sauf immédiat, donc comptez quand même 2-3 mois, soyez vigilants sur cet aspect-là parce que vous n'aurez pas forcément l'argent immédiatement. Donc, petit warning sur la trésor. Alors, créer son compte sur l'ASP, là aussi, c'est rien de forcé. Le moment venu, d'ailleurs, l'OPCO vous incitera à le faire, mais sachez que vous devez avoir passé cette étape. Vous déposez, vous répondez à quelques éléments administratifs et vous déposez votre RIB. Et seulement une fois que vous êtes créé, au moins votre dossier, il prenne date, quoi, tout simplement. Donc, il faut aussi passer par cette étape. Et j'en finis par là, comme ça on sera
pas mal en fait dans le timing, je crois, peut-être dépassé de 3 petites minutes. Donc, c'est de respecter toutes les obligations liées à un emploi salarié, parce qu'un apprenti ou un alternant est un salarié. Vous avez, et souvent c'est omis parce que vous n'y pensez pas forcément, vous dites ou c'est votre premier salarié tout simplement, et donc vous n'avez pas à l'esprit de toutes les obligations. La première des obligations, c'est de faire une déclaration d'embauche auprès de l'URSSAF, donc il y a le site DPAE qui vous permet de le faire. Là aussi, c'est 5 minutes, mais vous êtes obligé de le faire, sinon ça peut être considéré comme du travail dissimulé. Il faut établir des bulletins de salaire tous les mois pour rémunérer. Vous devez en mettre en place, avoir choisi une mutuelle qui permet de couvrir l'alternant le cas échéant. Alors, je le dis quand même sur la mutuelle, ils sont pas du tout obligés de, ils peuvent être dispensés d'office, de droit, par le fait d'être sur un contrat précaire en alternance, et donc c'est pas forcément un coût, parce que dans l'immense majorité des cas, ils vont être sous mutuelle étudiante ou mutuelle parents, et donc ils n'ont pas forcément vocation à prendre la mutuelle, mais pour une entreprise, dès que vous avez le premier salarié, c'est ça qui déclenche votre obligation d'avoir un contrat mutuel avec vos salariés. Souvent, c'est pas, les gens n'y pensent pas, donc je vous le dis. Et puis, ils ont des droits à congé. C'est pas parce que ils sont en contrat et qu'ils sont des périodes en alternance école, ils sont pas là tout le temps. Ils cumulent des congés maintenant, d'ailleurs, exactement comme des salariés classiques qui ont 2 jours et demi par mois. Enfin, là aussi, ça dépend potentiellement de vos dispositifs conventionnels, le remboursement des transports pour moitié de leur abonnement, et voilà, quelques exemples. Il peut y avoir d'autres obligations, mais les principales sont listées ici. Voilà, écoutez, j'en ai terminé avec la présentation un peu plus formelle.